ce n'est pas la monnaie créée par les Africains. Parce que vous parlez de la légitimité. Dans tous les pays du monde, la monnaie appartient toujours et toujours au peuple. Dans cette vidéo, nous allons examiner de près le franc CFA, la monnaie africaine, afin d'informer ceux qui ne sont pas encore au courant des nombreux inconvénients que cette monnaie présente pour la croissance de l'Afrique. Écrivez également vos pensées dans la section des commentaires. Croyez-vous que les nouveaux dirigeants africains pourront réellement se libérer du franc CFA? Nous vous remercions de votre participation. Continuons maintenant. Donc, je disais que le franc CFA n'est pas une monnaie créée par les Africains. Le franc CFA n'appartient pas aux Africains. 100%, n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Donc, nous voyons bien. Alors, et là, il va falloir préciser, quand vous dites le franc CFA appartient à la France, aujourd'hui, quelle est la réalité de cette acception, quoi? Très bien. La réalité, ça, c'est important. La réalité est la suivante. C'est que, quand on regarde, il y a deux grandes parties qu'on peut dire. Les institutions de la zone franc CFA, d'une part, et d'autre part, les 4 principes de la zone franc. Lorsqu'on regarde, au niveau des institutions, où il y a la conférence des chefs d'État, il y a tout le reste, mais surtout les 3 banques centrales. Mais tout ça, c'est dominé par la France, qui essaie de s'adapter, de s'harmoniser, tout ça, mais qui a un droit de veto. Un droit de veto. Je donne un petit exemple. Sur quel genre de décision? Donnez des exemples. Je donne un exemple. Il est dit, par exemple, que au conseil d'administration de la Banque centrale des Comores, où il y a 8 administrateurs, à l'instant où je vous parle, il y a 4 Français et 4 Comoriens. Ce qui veut dire, pour que le conseil d'administration se réunisse, il faut au moins 5 administrateurs, c'est-à-dire 4 Comoriens, mais au moins un Français. Si la France ne veut pas de l'ordre du jour, n'a qu'à faire simplement la politique de la chaise vide, et puis le pays est bloqué. Le quorum n'est pas atteint, donc voilà. il n'y a pas de... Deuxièmement, toujours en restant dans ce même exemple, les décisions ne sont validées que si elles sont prises au moins par 6 administrateurs. Bon, ça c'est ce que nous appelons le droit de veto. Maintenant, revenons sur le cas de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le même principe de l'unanimité. Par exemple, ils ont inventé il n'y a pas longtemps, en 2010, ce qu'ils appellent le comité de politique monétaire, où ils ont mis un seul Français. Mais c'est encore le principe de l'unanimité. C'est-à-dire la politique monétaire, en fait, elle est décidée en dernier ressort par la France. Même chose, et ça c'est écrit dans les statuts pour la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il s'est écrit clairement que la France participe à la gestion et au contrôle de la BEAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. Oui, parce que justement, elle garantit la convertibilité du franc CFA, hier en franc français, et aujourd'hui, on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année vous avez dit? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%. J'ai dit de 1945 jusqu'à 1973. C'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux. Nicolas, ici. Il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre, par exemple, de son coton, à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays. Parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elle dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elle le dépose dans d'une banque française, à la Banque de France. Donc, c'est extravagant. C'est au trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu
eh bien, l'intégralité de ces 1 000 milliards s'est déposée au Trésor public. À l'étranger, dans le pays colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. Ouais. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. On peut prendre... Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais, Nicolas, ils ne donnent pas cet argent. Ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde où nous parlons... L'argent n'est pas volé. Ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Mais non, je vais tirer les conséquences. Vous allez voir tout de suite. Et maintenant... de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50%. Oui, la question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ce compte d'opération? Oui. Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, les machines, pour pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres. Parce que pour développer un pays, il faut, certes, l'outil monétaire, parce que le pays, l'économie d'un pays se gère par 2 outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va faire un petit peu... À ce moment-là, c'est du vol. On est obligé de déposer et on ne peut pas s'en servir pour acheter son monde. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire un... C'est-à-dire quand il dépose les devises, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir. Ça se trouve à Chamalières et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc la France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Il faut que les auditeurs sachent. Le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. Toujours à la seconde. C'est la patrie de Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard. C'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard justement. Non, vous êtes un Français. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres. Deuxième conséquence logique. Vous comprenez que lorsque ils ont cet argent des Africains est confisqué, eh bien, une des conséquences majeures, puisqu'il faut qu'ils déposent les devises, alors ils sont contraints à une austérité budgétaire sans fin. Parce que le budget, c'est 2 parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Déposer les comptes dans les comptes d'opération. Les recettes, c'est un poste budgétaire. Donc, on comprend bien les conséquences. On voit bien les Africains qui sont là, le budget de l'éducation nationale, un budget squelettique. Bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent très bien que les Africains sont entassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines, etc., etc. Vous remarquerez que dans tous les pays de la zone franc CFA, il y a une expression qui vient constamment. Il me manque les moyens. Quand en Afrique, on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque l'argent. Alors l'un et l'autre. C'est ce que faisaient les nazis. Les nazis prenaient les matières, les richesses gratuitement, sans débourser des... c'est ce que font les Anglais aussi. Non, mais c'est ce que font tous les autres. Ils avaient les colonies, ils avaient la zone sterling. Voilà. Oui, mais quand on résout un problème... Non, mais c'est pas que les nazis, c'est ce que tous les gens... Quand vous installez dans un pays et que vous niez la souveraineté de ce pays, vous vous servez. Donc, on est d'abord nazis. Voilà, donc, moi, je fixe là, parce que je dis et je répète, quand les nazis ont pris la France, je ne vous fais pas un dessin, puisque tout le monde le reconnaît, l'Afrique a joué un rôle très important dans la libération de l'Afrique. De la France. De la France, pardon. Bien sûr. Or, à peine libérée, la France retourne contre l'Afrique. Donc, c'est ce que je suis en train de décrire. Un des éléments importants que nous dit Jean Néné dans son rapport, il dit que la France utilise les devises africaines pour combler le déficit de la balance des paiements. C'est Jean Néné qui dit ça? Oui.
Jean-Noël, j'en ai né. Jean-Noël, oui, le père Et de... nous continuons toujours. Donc, vous voyez bien que cet approvisionnement gratuit que décrit avec justesse Jean Boissonnat, c'est ce qu'il vient de rappeler. Ensuite, la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. Ah, ça, c'est un deuxième point, alors, c'est ça? Un des inconvénients. Alors, oui, parce Nous que sommes toujours... on est toujours sur le premier point, centralisation. Oui. Et il y a une suite encore dans ce premier, on n'est pas encore passé au deuxième. Et voilà. La suite, Donc, je suis en train de vous citer quelques exemples et alors... quelques inconvénients. Sinon, si vous voulez, je peux passer à l'autre, aux autres. Mais... Non, finissez. Voilà. Soyons fluides, ne faisons pas des sous-ensembles, sinon les gens n'arrivent plus à comprendre. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, vous, 12 000 milliards d'euros de France, enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. Ah ben c'est l'histoire de Patrick Drahi, ça, pour les médias, que vous nous racontez là. Non. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait-ce que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, la France... C'est comme ça que le système tient. Oui, mais nous sommes quand même en train de parler aux gens pour comprendre le système. Et donc, finissez l'exemple. Ouais. Voilà, un seul exemple. Donc, ces intérêts rapportés 1% en aux faveur Africains. de la France plus dessus. Elle va aller prêter cet argent aux Africains, tabour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est-à-dire qu'on s'en va prêter l'argent des Africains. Je fais juste un petit point. Peu importe le taux, ça veut dire que c'est comme ça, Étienne, qu'on crée de la monnaie. Ouais. Parce que s'il y a une banque centrale qui crée, qui imprime des billets, etc., c'est en prêtant, vous avez un effet levier qui est de 9 par rapport à 10, et chaque fois que vous prêtez de l'argent, vous faites de la création de monnaie. Et c'est comme ça que c'est ça ce qui est important à comprendre. Voilà. Donc, le crédit, c'est pas du prêt, puisque nous avons d'autres, nous avons les autres principes. C'est la monnaie qui n'existe pas. Un des éléments que je voulais signaler, c'est que c'est une technique mise en place pour faire ce qu'on appelle la mise au pas des dirigeants africains. Sinon, ce que moi j'appelle la violence nazie encore. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, d'une manière, tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça comme soit Sankara, que ça soit Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Djibo Bakary. Djibo Bakary. Mais en tout cas, Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place on a mis Amani Dioré. C'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique monétaire. Pour pouvoir désorganiser les barbouzes, quoi, ont fabriqué une panique monétaire. Hein. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre.